Pour les listes chaînées, j'avais cliqué sur les listes chaînées, c'est-à-dire que les linked lists. Vous voyez que vous avez la méthode add first qui vous permet d'ajouter un élément en tête de liste. Vous avez add last. Exactement les listes chaînées que vous avez vues en algo. En Java, vous avez déjà une classe qui vous permet de faire euh, toutes ces manipulations. La content va permettre de vérifier si un objet est contenu dans cette liste-là. Vous voyez que dans notre cas, si on avait utilisé, par exemple, une collection, on aurait juste appelé la méthode contents pour savoir si un véhicule existe. Je dis que nous allons plutôt réaliser les collections dans le premier exercice qui porte sur les ensembles. OK. En fait, dans l'énoncé, vous avez la possibilité de réaliser cet énoncé en utilisant juste les tableaux. Okay. Ici, on peut juste utiliser les tableaux pour réaliser notre ensemble ou on peut utiliser une collection. Nous allons choisir une collection parmi toutes ces collections qui existent là. Du coup, ce qui va se passer, c'est nous allons plutôt définir une interface et nos deux sous-classes vont implémenter cette interface-là. OK? Remarquez que on aurait pu écrire. Non, en fait, on ne peut pas écrire une classe mère ici. On a besoin d'une interface. Regardez que si on avait une structure d'héritage, c'est-à-dire que si on avait, par exemple, des méthodes qu'on allait écrire pour le tableau et les méthodes que nous allons écrire dans le cas des collections, si ces deux classes avaient des propriétés, des attributs identiques, alors on allait regrouper ces attributs et ces propriétés dans une classe mère. Mais ici, la manière dont on implémente cet exercice en utilisant les tableaux sera complètement différente de la manière dont on implémente en utilisant les collections. La seule similarité qui existe, c'est qu'ils vont fournir les mêmes méthodes. C'est-à-dire que dans le cas du tableau, nous aurons effectivement l'ajout. Parce que regardez très bien ici, on demande d'écrire ce programme. Et dans ce code, nous allons écrire qui calcule en utilisant le principe de la sustain. Et puis, dans l'énoncé plus tard, vous voyez, en fait, les méthodes comme calculer la cardinalité, donner le plus petit élément de l'ensemble, et puis savoir si l'ensemble est vide ou non. OK. Regardez que si on décide d'écrire une classe mère et les classes qui implémentent le tableau et les classes qui utilisent les collections sont définies comme des classes filles, nous allons nous retrouver dans une situation où toutes les méthodes déclarées dans la classe mère seront considérées comme des méthodes abstraites. C'est-à-dire que je veux que vous puissiez comprendre très bien ce qui se passe là. Si je dis, voici ma classe mère, et que je définis deux classes filles, l'une des classes va utiliser les tableaux pour, euh, pour, pour résoudre l'exercice, et l'autre classe va utiliser les collections, par exemple, un vecteur. Remarquez que la façon dont je calcule la cardinalité dans un tableau est différente de la façon dont je calcule la cardinalité dans un vecteur. La manière dont j'ajoute un élément dans un tableau est différente de la façon dont j'ajoute un élément dans un vecteur. Du coup, toutes les méthodes qui seront déclarées dans la classe mère seront considérées comme des méthodes abstraites. OK?
il n'y aura aucune méthode qui va fournir son implémentation pour que les classes filles puissent en bénéficier. Si vous êtes dans une situation où toutes les méthodes d'une classe mère sont des méthodes abstraites, alors votre classe mère est une interface. OK? Donc, pour passer de classe mère que vous pouvez facilement définir à la notion d'interface, vous devez poser la question, est-ce que toutes mes méthodes sont abstraites? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a au moins une méthode qui contient du code? S'il n'y a aucune méthode qui contient du code, alors votre classe est plutôt une interface. Si toutes les variables que vous avez définies dans votre classe mère sont des variables statiques, final, alors votre classe mère est une classe interface. Ouais. Parce que là, je ne peux pas écrire cardinalité dans la classe mère. Je ne peux pas écrire, parce que la manière dont je supprime un élément dans un tableau est différente de la manière dont je supprime un élément dans un vecteur. La façon dont j'ajoute un élément dans un tableau est différente de la manière dont j'ajoute un élément dans un vecteur. Du coup, aucune des méthodes ne sera possible dans la classe mère. Et pour cette raison, cette classe mère va être considérée comme une interface. Est-ce que c'est clair? Il y a beaucoup de notions de programmation orientée objet. Au fur et à mesure que vous allez coder, vous allez comprendre quand est-ce qu'on fait appel à l'un ou à l'autre. Donc, du coup, je vais créer un autre package ici que je vais appeler ensemble. Le package va s'appeler com.ensemble. La première interface, c'est-à-dire que la première classe sera une classe interface que je vais appeler ensemble. Donc, quand vous déclarez une interface, ce que les autres classes vont faire, ces classes vont implémenter l'interface. Qu'est-ce que l'interface aura? Nous savons que pour toute classe qui va réaliser l'interface, cette classe doit fournir une méthode qui permet de connaître le minimum. Ça, c'est d'après public int getMin, d'après ce que l'énoncé dit. Donc, l'énoncé dit, il faudrait connaître le minimum. Il faudrait ajouter un élément, donc public void ajouter. OK. Maintenant, la question est de savoir ajouter quoi? Nous allons dire, OK, ajouter un int. Pour le moment, nous allons dire ajouter un int. Mais nous verrons comment est-ce qu'on peut réécrire cette interface de façon plus élégante. OK. Donc, on ajoute, on va ajouter, on va supprimer public void. Supprimer. Vous voyez qu'ici, nous avons l'impression d'écrire des méthodes qui sont en fait abstraites. Parce que si cette classe était une classe abstraite, comme ça, on allait ajouter partout là, nous allons ajouter abstract. OK. Donc, comme je l'ai dit, si toutes les méthodes sont abstraites, alors ça ne sert à rien de déclarer votre classe comme étant une classe abstraite. Vous déclarez simplement votre classe comme étant une interface. Il y a supprimé, savoir si un élément est présent ou non. Donc, nous allons peut-être écrire public booléen existe déjà, par exemple, qui permet de vérifier s'il existe déjà. Savoir si l'ensemble est vide. Donc, public booléen est vide, qui permet de savoir si votre ensemble est vide. Connaître la cardinalité. Donc, public int cardinalité. Ensuite, donner le plus petit élément, nous avons dit getMin.
on ne considère donc pas les opérations sur les ensembles telles que l'union, l'intersection, l'inclusion. Vous voyez que s'il fallait ajouter ces autres méthodes, okay, vous allez juste déclarer ces méthodes dans cette interface parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas écrire l'union dans cette classe. Vous ne pouvez pas écrire l'intersection. La manière dont je vais faire l'union d'un tableau est complètement différente de la manière dont je fais l'intersection ou l'inclusion et l'union dans le cas des collections. C'est pourquoi il est nécessaire de définir cette classe-là comme étant une interface. J'espère que c'est assez clair. Donc, quelle est la différence que vous faites entre une interface et une classe abstraite? Une classe abstraite peut avoir des méthodes abstraites, mais pas toutes. Alors qu'une interface, toutes ces méthodes sont abstraites. Exact. OK. C'est exact. Et puis, pour le cas de la classe abstraite, on ne peut pas instancier cette classe-là. Okay. Donc, on ne peut pas instancier, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas plus tard dire, par exemple, ensemble est égal à l'union ensemble. On ne peut pas instancier cette classe. Okay. Donc, du coup, puisque nous avons déjà défini notre interface, nous allons définir une classe qui va réaliser cette interface. Et cette classe, on va l'appeler ensemble tableau parce que ça va être une classe qui va réaliser. Donc, pour dire réaliser l'interface, on va dire implement interface. Si c'était une classe abstraite, on allait faire extend. Okay? Si c'est une classe abstraite, on fait extend. Si c'est une interface, on fait implement. Okay. Donc, je vais aller là et je vais cliquer sur. Donc, dès que je double-clique, automatiquement, il m'ajoute les overrides. Vous voyez, les overrides comme ce que nous avons eu l'habitude de voir dans le cas de la classe abstraite. Vous voyez qu'il ajoute les overrides, et ainsi de suite. C'est à vous maintenant de fournir le code pour le cas du tableau. Je vais revenir là, je vais créer une autre classe que je vais appeler ensemble, peut-être collection. Vous allez choisir une des collections que vous souhaitez. Ici également, il va implémenter un ensemble. Et là, je viens là et je dis, tiens, je vais cocher pour dire implémente. Pourquoi est-ce que là? OK. Ouais, automatiquement, il me génère les prototypes des. Dans la collection, on aura le choix entre vecteur ArrayList ou bien linked list, tout ce que nous avons vu pour avoir les sets. La différence entre les sets et les listes, c'est que pour les sets, il n'y a pas de, on ne peut pas dupliquer. Quand vous dites que c'est un set, alors il n'y a pas de valeur dupliquée. Si c'est un set, alors si vous faites 2 fois add et vous ajoutez le même élément, cet élément sera écrasé par cet élément. Or, dans une liste, si je fais liste.add de 5, et je vais encore faire liste.add de 5, il y aura 2 éléments dans cette liste. Or, dans un set, si je fais 7.add de 5, et je fais 7.add de 5, il y aura combien d'éléments? Il y aura un élément dans le set. Donc, la différence entre le set et liste, c'est que dans les listes, on peut avoir des valeurs qui sont dupliquées. Et pourtant, dans votre set, il n'y a pas de valeur dupliquée. Est-ce que là aussi, c'est en lisant la description des collections que je vous ai présentées, vous allez finir par, en quelque sorte, connaître quelle est la différence entre toutes ces collections-là. Parce que, regardez, il y en a beaucoup.
vous n'êtes pas obligé de retenir le comportement de toutes les collections. Okay? Donc, moi, ce que j'ai beaucoup plus utilisé, ce sont les vecteurs. Je sais ce que c'est les vecteurs, les stacks, les array-lists, utilisés déjà, les hash-sets, les linked lists. Les hash-sets, c'est les tables de hachage. C'est dans le cours dans les cours d'algorithmique. Si vous avez fait les tables de hachage, OK, les hash-sets, bon, là, vous cliquez, il va vous donner la définition de... Ouais, les tables de hachage, hash table. Hash table. Des collections, il y a... Je cherche... OK, ces interfaces comme les queues, les DQ, OK, queue ici à ce niveau. L'interface queue, dans l'interface queue, vous avez... En fait, il y a, OK, FIFO, exactement. Donc, pour ceux qui veulent réaliser les first in, first out, ce que vous avez fait en algo, là, first in, first out, on va appeler ça first in, first out. Ce sont les fils. Les fils, non? Et puis, quand c'était le first in, last out, ce sont les piles. Donc, si vous souhaitez réaliser les fils, vous pouvez utiliser les DQ. Okay? Ça veut dire que c'est en fait des classes qui existent déjà en Java, vous les utilisez directement. Je me rappelle quand on faisait plutôt le C, on demandait aux étudiants de réimplémenter, d'écrire eux-mêmes le code qui permet de réaliser ce comportement. Donc, en Java, vous ne réécrivez plus le comportement de FIFO ou bien de LIFO. Last in, first out, ainsi de suite. Okay. Donc, si vous souhaitez faire les LIFO, les last in, first out, vous utilisez les stacks. Okay. Donc, les stacks, c'est où le dernier élément que vous insérez sera le premier élément à sortir. Un exemple d'utilisation, c'est si vous si vous décidez d'implémenter first breath, le parcours en profondeur, okay, le parcours en profondeur des graphes ou le parcours en largeur, vous aurez besoin de ces structures de données, soit les stacks ou les stacks pour les piles ou bien les queues si vous voulez réaliser un first in, first out. Donc, pour le moment, sachez simplement que les structures de données que vous avez implémentées en C ou en ce langage, en algo, sont disponibles en Java dans le package java.util. Le comportement reste le même. Donc, avant même d'écrire, avant de répondre à la question qui consiste à réaliser le crible d'Eratosthène, vous devez définir les opérations sur cet ensemble. Okay? Une fois que vous avez écrit le code qui permet de déterminer le minimum, qui permet d'ajouter un élément, qui permet de supprimer un élément, qui permet de vérifier si ça existe, une fois que tout ce code est écrit, vous pourrez utiliser un objet de type ensemble afin de répondre à votre exercice qui est d'écrire le crible d'Eratosthène. Donc, nous allons faire le cas de... Je crois que je vais commencer à écrire et si on arrive à la fin, je vous envoie des fichiers et vous devez finaliser le contenu de... Je crois que ce que je vais faire, c'est plutôt écrire le code qui permet
d'exécuter le crible d'Eratosthène. Donc, je vais écrire, je vais appeler ça comment on appelle Eratosthène. Ok, ce que je vais faire, c'est plutôt, je vais faire Eratosthène. Ok, c'est ce que nous allons faire. Supposons que j'ai cette classe Eratosthène et on va dire public static void main. Puisque nous avons dit que c'est une interface, c'est-à-dire que le code va être fourni, je peux écrire ma méthode public void, c'est crible de la système. Je vais appeler crible ainsi. Qu'est-ce que ce crible doit faire? Je vais lire l'énoncé. Premier, construire l'ensemble contenant tous les entiers de 2 à max. Donc, nous allons écrire le code qui permet de construire tout l'ensemble et l'ensemble va contenir les éléments de 2 à max. Ensuite, nous allons extraire et manipuler, nous allons extraire et afficher le plus petit élément de l'ensemble, car c'est un nombre premier. Ensuite, nous allons enlever de l'ensemble tous les multiples de ce nombre premier. Nous allons continuer en 2 jusqu'à ce que l'ensemble soit vide. OK. Donc, je vais écrire le code de cette méthode ici en supposant que toutes les instructions sont déjà disponibles dans les 2 classes. J'espère que vous me suivez, comprenez un peu ce que je suis en train de vouloir faire là. Puisque l'interface a été définie, ça veut dire que nous pouvons appeler les méthodes. Donc, premier, construire l'ensemble avec tous les entiers de 2 à max. Donc, je vais dire un ensemble. Je vais définir un ensemble E. Et je vais dire est égal à new ensemble. D'abord, je vais commencer par l'ensemble tableau. Ça me permet de créer un ensemble. La première condition, c'est de construire l'ensemble contenant tous les entiers. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire for i allant de 2, i inférieur à max. Et là, on va définir max comme étant une propriété public, enfin comme une constante. Max 100 par exemple. Donc, je vais dire for i allant de 2 à max. On demande de construire l'ensemble, c'est-à-dire je vais faire ensemble point ajouté. C'est à vous d'écrire ce qu'ajouter va faire. Après avoir ajouté tous les éléments dans l'ensemble, deuxième étape, je dois extraire et afficher le plus petit. Donc, je vais dire int plus petit. Int plus petit est égal à ensemble.getMin. C'est à vous d'écrire comment est-ce qu'on va renvoyer le plus petit. Et on va dire ce plus petit est considéré comme un nombre premier. Donc, je vais faire un system.out.println print et je vais écrire le plus petit. Ce plus petit est considéré en quelque sorte comme un nombre premier. Deuxième étape. Donc, ça, c'est la première étape. Ici, c'est la deuxième étape. La troisième étape est d'enlever de l'ensemble tous les multiples de ce nombre premier. Comment je retire tous les multiples? C'est en parcourant mon ensemble, en récupérant l'élément et en supprimant, quelles sont les fonctions que j'ai là? Ajouter, j'ai supprimé, j'existe déjà, est vide et cardinalité. Qu'est-ce que je peux? Je sais que je dois parcourir mon
mon ensemble, enlever de l'ensemble tous les multiples de ce nombre. Comment j'obtiens tous les multiples de plus petit? OK, ce qui se passe, c'est tous les multiples du plus petit. Je vais dire for int i allant de 2, i inférieur à max, et puis i plus plus. Si je fais i fois plus petit, j'ai un multiple de plus petit. Donc, ce que vous devez faire, c'est enlever de cet ensemble-là. OK? Vous devez enlever de cet ensemble ce multiple. Ouais. Là, ça permet de retirer de l'ensemble tous les multiples de plus petits. Mais remarquez qu'on n'a pas besoin d'aller jusqu'à max dans la réalité. Parce que si vous avez un tableau de taille 100 et que le plus petit que je récupère est déjà 2, je dois rechercher tous les multiples de 2 qui sont inférieurs à 100. Et remarquez que je n'ai pas besoin d'arriver jusqu'à 100 pour connaître tous les multiples de 2 qui sont inférieurs à 100. Je peux m'arrêter à la moitié de 100. Donc, de façon générale, les multiples ou bien les diviseurs d'un nombre, OK, seront toujours inférieurs ou égaux à la moitié de ce nombre. Donc, multiple ou bien diviseur, c'est en quelque sorte complémentaire. Donc, si je veux connaître tous les diviseurs d'un nombre, je peux m'arrêter à la moitié de ce nombre. En fait, certaines partent jusqu'à la racine carrée. Vous pouvez vous arrêter à la racine carrée du nombre. Donc, si je veux tous les diviseurs, par exemple, de 10, je peux m'arrêter à la racine carrée de 10. Est-ce que c'est vrai? C'est à vous de voir. Racine carrée de 10, ça va donner combien? Bon, ça, c'est juste pour optimiser votre algorithme. Et vous pouvez aller jusqu'à 100 si vous voulez. Racine carrée de 10, c'est dans les 3,16. C'est dans les 3,16. Vous voyez que... Oui. C'est un tableau ordonné. C'est un tableau? C'est un tableau ordonné. Oui, d'après la question 1C, puisque nous allons ajouter les nombres de 2 à max, c'est-à-dire que l'ajout sera ici ordonné. Chaque fois que vous ajoutez l'élément i. Donc, c'est... OK. Ce que je disais, c'est pour supprimer, en fait, je n'ai pas besoin d'aller jusqu'à... Je n'ai pas besoin d'aller jusqu'à max. Je peux aller jusqu'à la moitié de max ou même à la racine carrée de max. OK. Donc, ça, c'est juste pour optimiser votre algorithme. Parce que je suis sûr que tous les multiples du plus petit seront forcément... Je peux retrouver tous les multiples du plus petit en allant jusqu'à la racine carrée de max. La racine carrée de 100, c'est 100, je crois que c'est 10 fois 10 qui fait... OK. Ouais. Supposons que j'ai 2 pour connaître tous les multiples de... Je vais faire... Non, je crois que ça, ce n'est pas suffisant. Hein? Donc, allons jusqu'à la moitié. Je ne sais pas si c'est... Allons jusqu'à la moitié. Là, ça sera jusqu'à 50. Et c'est que si on aura parcouru tous les multiples de plus petits. Bref, lorsque vous allez exécuter, si ça ne marche pas, vous pouvez enlever le diviser par 2. Là, vous arrivez jusqu'à la max. Donc, après avoir supprimé, ça c'est l'étape numéro 3. C'est là où j'enlève tous les multiples de ce nombre. La quatrième étape, c'est de continuer en 2 jusqu'à l'ensemble soit vide. C'est-à-dire que ces opérations-ci doivent être répétées tant que notre ensemble
n'est pas vide. Donc, je vais mettre tout ceci dans un tant que notre ensemble n'est pas vide. Et vous devez écrire comment est-ce que je sais que mon ensemble n'est pas vide. Donc, tant que mon ensemble n'est pas vide, extrais-moi le plus petit, affiche-moi le plus petit, supprime tous les multiples du plus petit. Ouais, là, j'ai écrit le code de Eratosthène. Tout ce que j'aurai à faire ici, c'est de définir mon instant Eratosthène est égal à new Eratosthène. Et je vais faire point crib. En fait, si on exécute, il y aura forcément des erreurs où le code ne va pas se comporter parce que nous n'avons pas encore fourni le comportement de chaque méthode que nous avons définie. Voyez, l'avantage d'avoir les interfaces, c'est que vous pouvez déjà avoir en quelque sorte un code dont le prototype est défini, mais l'implémentation sera fournie par différentes équipes. Et ici, je peux avoir mon ensemble avec collection. Donc, vous allez tester avec les tableaux, vous allez tester avec les collections. Et pour ceux qui vont soumettre le contenu de ces deux, le contenu pour le cas du tableau et pour le cas des collections, auront des bonus pour les notes finales. Sinon, on fera la collection. C'est jeudi, non? Mercredi. Y a-t-il des questions sur cet exercice? OK. S'il n'y a aucune question, je vais vous envoyer ce TP et vous allez fournir le code de ces deux classes.